Bonjour. Eh bien, deux mots pour présenter Philippe avant de lui passer la parole. Donc, Philippe, vous êtes directeur général d'AREP, qui est une agence d'architecture pluridisciplinaire. Et parallèlement à un parcours d'ingénieur conseil et de dirigeant dans différents secteurs, notamment les transports, l'énergie, la construction, eh bien, vous explorez les enjeux liés à la consommation de ressources et à la transition énergétique. Philippe, si vous permettrez, je rajouterai peut-être une compétence dans le domaine des téléphones non-smart et puis aussi des routering. Mais ça, c'est une private joke, vous expliquerez peut-être. Voilà. Eh bien, je vous laisse présenter pour en finir avec l'espoir fou des métropoles vertes. Je vous passe la parole. Oui, merci beaucoup, Bruno. Je ne sais pas si c'est moi qui ai la main du coup sur la présentation. J'espère, on va voir ça. Donc effectivement, donc moi je suis ingénieur et donc je suis numéro 2 d'une grande agence d'architecture filiale de la SNCF, donc qui s'appelle AREP, à peu près 1000 personnes, 120 millions de chiffre d'affaires, et on travaille effectivement un peu à toutes les échelles, à la fois design, donc plutôt d'objets, de mobilier, à l'échelle des bâtiments, à l'échelle des quartiers et de l'urbanisme et même des grands territoires. Et puis on essaye de s'inscrire dans une logique un peu post-carbone, on appelle ça comme ça. Voilà, évidemment cette envie de neutralité carbone du secteur de la construction, du bâtiment et de l'immobilier à horizon 2050. Je crois que c'est moins 94% ou moins 87% qu'il faut faire selon la très officielle stratégie nationale bas carbone dans ce secteur d'ici 2050. Donc, il y a pas mal de boulot. Alors, je pense que voilà, c'est un peu un lieu commun maintenant des discours sur la durabilité, sur la soutenabilité, de dire que les villes, finalement, sont à la fois font partie du problème et donc font partie de la solution. Alors, selon les périmètres qu'on retient exactement, on dit souvent que les villes, c'est à peu près de l'énergie, 70% des émissions de gaz à effet de serre. Évidemment, c'est un gros consommateur de toutes les ressources, hein, de l'ordre de 50% de l'acier, 20% de l'aluminium, 25% des plastiques, quasiment 100% des granulats, si on compte toutes les infrastructures qui vont desservir aussi les villes. Et donc, en plus, cette pression sur la littoralisation, le fait que les populations se rapprochent à l'échelle mondiale un peu partout des côtes, que c'est là qu'il y a du dynamisme économique autour des ports, etc. Donc, il y a une logique de métropolisation, voire de mégapolisation. Et puis, le fait qu'on est de plus en plus urbain. Et donc, voilà, il faut trouver les solutions que vous allez... voilà, qu'il va falloir mettre en œuvre d'ici 2050. Alors finalement, moi je vois trois types de promesses ou de discours autour de la question de faire atterrir les villes finalement dans les limites planétaires. Alors c'est là qu'on va décider si je sais moi-même passer les slides ou pas. J'ai l'impression que non. Donc je vais vous demander 10 secondes et j'essaye de faire ma propre présentation. Ça a l'air de presque marcher. Pas tout à fait quand même. Excusez-moi. Ouais, je pense que cette fois, c'est moi qui ai la main. Voilà, là, vous avez vu le slide passer, hein, j'espère. Je vous laisse hocher de la tête. Merci. Donc, le premier levier, finalement, que je vois, si on se remet notamment à une échelle plus française ou plus européenne, enfin, pour des pays qui ont moins de pression, disons, de progression démographique ou d'exode rural, c'est la densification de la ville. Le fait que les villes denses vont devenir plus écolo. Alors ça, c'est quelque chose qui vient un petit peu de la fin des années 80. Vous voyez, je vous ai remis une courbe célèbre de deux chercheurs australiens, Newman et Kenworthy, qui ont été les premiers à la fin des années 80, au début des années 90, à lier les formes urbaines avec les usages automobiles et donc avec les émissions de CO2 moyennes des citoyens. Et évidemment, sans grande surprise, plus les villes étaient étalées,
On voit les villes des États-Unis là sur la gauche, et puis plutôt les villes européennes, voire japonaises sur la droite. Eh bien, plus les villes sont étalées, plus on est dépendant de l'automobile. Et donc, comme les automobiles, a priori, en attendant les voitures électriques dont vous avez parlé tout à l'heure, c'était des émissions de CO2, eh bien, il y a cette corrélation finalement assez forte entre la densité et les émissions de CO2. Et puis, en même temps, un peu plus tard, peut-être une dizaine d'années après, on va dire à partir du début des milieux des années 2000 et encore plus la décennie précédente, il y a eu cette montée en puissance de la question de l'artificialisation, de l'étalement urbain, hein, le fait que, quelque part, on a à peu près artificialisé 2 fois plus vite que le territoire, que la population. Alors, les chiffres varient un peu, on n'est encore pas très clair sur les statistiques, mais voilà, ce fait que voilà, cette croissance urbaine, elle est un petit peu insoutenable aussi, non pas que pour des questions de ressources, de matériaux et d'émissions de CO2, mais aussi pour des questions de foncier, pour des questions de consommation de sol, essentiellement des sols agricoles et forestiers, enfin, même si c'est essentiellement agricole. Et donc, voilà, ça a contribué à installer finalement dans le débat public et dans la position de la puissance publique un peu à toutes les échelles, le fait que plus la ville est dense, moins elle pollue en émissions de CO2, moins elle pollue en consommation de sol. Et puis en plus, effectivement, il y a une certaine logique à dire, évidemment, dans une ville dense, eh bien, on va pouvoir installer des transports en commun qui vont avoir une pertinence à la fois technique et économique, ce qui est évidemment pas possible à la campagne. En fait, les interrogations qu'on a voulu soulever, enfin que je souhaite soulever aujourd'hui avec vous, c'est le fait, bah, finalement, il y a quand même peut-être une limite à cette logique-là. Ivan Illich, dans les années 70, aurait dit un seuil de contre-productivité. C'est-à-dire que le fait que, oui, une certaine densification est bonne, mais que passer un certain stade, notamment quand on commence à monter un peu trop en hauteur ou à serrer un peu trop la ville, et à y mettre un peu trop de logements ou d'emplois, eh bien, on génère finalement aussi des externalités et des consommations. Alors, bon, pourquoi? Bah parce que, par exemple, oui, effectivement, faire du petit collectif, c'est sans doute plus efficace, y compris en matériaux, que faire des maisons individuelles. Par contre, eh bien, on va perdre quand même une partie des surfaces dans les circulations communes, de l'ordre de 10 à 15%. Et puis, quand on va monter en hauteur et qu'on va faire des tours, bah là, on va avoir encore plus de pertes de surface pour des questions de gestion de l'incendie, pour des questions de cage d'ascenseur, pour des questions de systèmes techniques aussi, de surpresseurs, etc., qui vont être nécessaires pour alimenter finalement tout ce bâtiment. Et donc, voilà, on va finalement générer aussi des émissions de CO2 de manière indirecte, c'est-à-dire plutôt à travers la construction, générer des besoins supplémentaires. Voilà, il va falloir des fondations plus profondes, etc. Et donc, finalement, bon, des structures plus importantes aussi. Et donc, finalement, c'est pas certain que quand on prend l'ensemble du cycle de vie, la ville très dense et très haute soit si efficace que ça. Il commence à y avoir quelques recherches sur le sujet, assez peu. Il y avait un papier notamment qui est sorti il y a quelques années maintenant, je crois, enfin, vraiment assez récemment, et qui a essayé de comparer et qui finalement concluait de la densité un peu à la Paris haussmannienne, c'est-à-dire voilà, plutôt à 5, 6, 7 étages, était beaucoup plus efficace quand on prenait l'ensemble des émissions de CO2 que la skyline new-yorkaise, par exemple. Et puis, il y a le fait que bah, finalement, on a densifié les villes, mais en densifiant la ville, on a aussi créé des besoins à l'extérieur de ces villes. C'est finalement pour nourrir le métabolisme. Alors, c'est pour gérer les déchets, pour installer des data centers, pour gérer les clics des, des citoyens hyper urbains, pour installer des zones logistiques, pour servir aussi les achats qui sont générés par ces clics, etc. Et donc, finalement, on a à la fois densifié et étalé. C'est un petit peu le constat des 20-30 dernières années. C'est-à-dire que finalement, on n'a pas réussi à freiner l'étalement urbain grâce à la densification, que par contre, on a intensifié au contraire la consommation des villes. Et puis, on pourrait parler d'autres effets indésirables, évidemment, de la densification. Ça, c'est plutôt Covid-19 qui a montré ça. Voilà, le fait qu'on s'éloigne de la nature, le fait qu'il y a peut-être des vulnérabilités, des questions de résilience.
Il y a même des sociologues qui travaillent sur l'effet barbecue, voilà, qui disent que quand on est un urbain dense, eh bien finalement, on a besoin de week-end d'aller se mettre au vert et on fait plus d'émissions de CO2 finalement que l'habitant du méchant périurbain qui lui va faire un barbecue avec ses voisins. Il va pas forcément bouger, c'est pour ça que ça s'appelle l'effet barbecue. Donc voilà, toute une série comme ça d'effets finalement collatéraux qui font que la densification, toute densification n'est peut-être pas bonne à prendre. La deuxième piste qu'on voit assez naturellement, c'est la question je dirais, de la technologique. Alors ça c'est pas juste vrai dans le domaine de la ville, évidemment, mais c'est le fait de dire qu'en injectant finalement beaucoup plus de technologies, beaucoup plus de systèmes, peut-être demain d'intelligence artificielle qui vont exploiter les données des capteurs, etc. Et bien on va réussir à adoucir le métabolisme des villes parce qu'on va devenir tous à la fois producteurs, consommateurs d'énergie dans un grand Internet, qu'on pourra recharger des voitures électriques dans les moments de pic pendant qu'elles seront garées dans des smart garages dans les étages des buildings, etc. Alors cette logique-là, évidemment, elle n'est pas tout à fait nouvelle en fait. Enfin, c'est une promesse qui naît là pour le coup dans la décennie 2000. Finalement, c'est un peu le rêve cybernétique appliqué à la ville. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu une réalité d'amélioration incroyable dans les industries grâce finalement voilà, à l'application de la technologie. Et donc, l'idée, c'est d'appliquer cette productivité aussi dans le domaine de la ville. Il y a eu quelques voilà, exemples célèbres. On cite souvent un peu les mêmes exemples comme Songdo dans la banlieue de Séoul ou Toronto, où il y avait un projet Google sur la friche de Quayside. Bon, en réalité, en fait, quand on regarde assez froidement les choses, d'abord, c'est pas du tout certain qu'il y ait vraiment, enfin, les cas d'usage de la Smart City, on pourrait dire, sont assez limités aujourd'hui. Voilà, il y a peut-être des poubelles connectées qui vont optimiser les tournées de ramassage ou des choses comme ça. Il peut y avoir évidemment des détections de fuites sur des réseaux d'eau. Bon, voilà, il y a forcément un certain nombre d'usages qui pourraient être utiles, mais globalement, par contre, même s'il y a une prétention du secteur à dire oui, oui, laissez-moi faire la 5G, la Smart City, et ça va permettre d'aider les villes finalement, ou c'est même un enabler, on pourrait dire, pour faire atterrir les villes en 2050, ben, en réalité, finalement, il n'y a pas forcément grand-chose derrière, et les rapports coûts-bénéfices sont pas du tout évidents. C'est-à-dire que les coûts environnementaux, ils sont réels, c'est ceux qui vont être nécessaires pour l'installation d'un certain nombre de capteurs, etc. Et les data centers derrière pour gérer les données et les logiciels qui vont bien. Mais les bénéfices, eux, sont moins évidents. On ne sait pas démontrer aujourd'hui le fait que enrichir la ville en technologie va permettre de la faire atterrir. Et puis, il y a l'effet rebond, hein, c'est-à-dire que toute la trajectoire technologique de l'humanité, c'est un peu ça. Ça marche dans le bâtiment aussi. Le fait que on a effectivement des choses de plus en plus efficaces, il n'y a pas de problème. Une grande partie de la recherche et le développement, elle est liée au fait d'économiser des matières et de l'énergie. Ça, c'est parce que c'est bon pour la compétitivité, ça permet de réduire les coûts, évidemment, des objets et des services. Mais on n'arrive pas à capturer ce progrès technologique et qu'en général, finalement, il y a plutôt un effet rebond. Alors, ça marche évidemment dans les télécoms et dans l'informatique, mais ça marche aussi très très bien, même par exemple dans le fait de faire de l'isolation thermique. Quand on isole des passoires énergétiques, on ne gagne pas forcément ce qu'on pensait gagner parce qu'il y a une dérive de la température de confort. Et puis, il y a des questions aussi là aussi de résilience, hein, d'exposition aux chaînes de valeur. On a vu encore même tout récemment des chaînes automobiles qui s'arrêtent parce qu'il manque des semi-conducteurs fabriqués à l'autre bout du monde. Bon, cette question finalement de l'équilibre entre l'efficacité d'un côté, c'est indéniablement très efficace tout ça, mais à ce moment-là, ça s'expose aussi plus fortement à des ruptures éventuelles de chaînes de valeur qui voilà, peuvent arriver par la pandémie, par des questions géopolitiques ou autres. Et puis, il y a aussi la question de la capacité de déploiement, c'est-à-dire qu'on peut sortir un super smart building cette année, il n'y a pas de problème qui sera ultra optimisé, ultra efficace, mais le problème, c'est plutôt le 90% ou les 95% déjà là de la ville de 2050 qui est une ville déjà construite et qu'il va falloir adapter.
Et donc, on a toujours tendance un petit peu à se dire que tout va être très facile et ça va se transformer très vite. Vous voyez, par exemple, cet article qui date de 2015 qui expliquait que Paris serait une ville intelligente en 2050 avec une très belle info, en 2020, pardon, avec une très belle infographie. Bon, voilà. Et donc, ça nous a amené, nous, à dire, bah non, la Smart City, c'est peut-être pas le bon modèle. Et aujourd'hui, il y a d'ailleurs beaucoup de gens, y compris des gens très sérieux, chez les promoteurs, chez les maîtres d'œuvre, chez différents maîtres d'ouvrage, qui réfléchissent au contraire à une approche plus low-tech, à une logique de discernement technologique et de dire, ouais, on peut utiliser des technologies dans certains cas, mais dans d'autres, au contraire, c'est plutôt l'intelligence des habitants, des processus et de la manière de vivre ensemble qui permettra de faire atterrir le métabolisme urbain. La troisième piste, c'est la question je dirais de l'éco-construction, c'est de dire bah, finalement on remet pas en cause le volume à construire. Par contre, bah oui, on va construire plus écolo en faisant plus de réemploi, plus de recyclage, plus de matériaux biosourcés. Les matériaux eux-mêmes traditionnels, très émetteurs de CO2 comme l'acier et le ciment, je pense que vous savez que ce sont voilà, des poids lourds climatiques, hein, chacun de l'ordre de 6-7% des émissions mondiales de CO2. Hein. Il serait troisième si c'était un pays, hein, après la Chine et les États-Unis, chacun, ex aequo. Et donc, on va verdir ça et on va faire finalement du ciment bas carbone, de l'acier bas carbone. Bon, quand on regarde un petit peu, là encore, froidement les choses, bon, il y a des pistes très, très sympathiques comme le réemploi, mais qui sont aujourd'hui très limitées et qu'on aura du mal à faire vraiment décoller et généraliser, même si j'appelle cette généralisation de mes voeux, mais pour différentes raisons, c'est complexe, y compris économiquement. L'acier et le ciment vert, bon, il y a des pistes, hein, évidemment, réduire le minerai de fer avec de l'hydrogène plutôt que du coke de charbon. Pour le ciment, c'est un peu moins clair. On peut réduire un peu la quantité de clinker dans un certain nombre de formulations. On peut aussi faire peut-être de la capture de CO2 à la source dans les cimenteries, mais c'est encore des perspectives assez lointaines. Et puis l'hydrogène vert, tout le monde en voudra. Donc ça va pas être évident non plus d'arbitrer entre différents usages. Et donc, finalement, reste derrière les matériaux biosourcés, la construction bois qui se développe de manière absolument éclatante et impressionnante. Mais là encore, voilà, même sans parler des incendies maintenant de l'été, il y a un sujet de disponibilité, évidemment, de la ressource. Si on veut construire autant qu'aujourd'hui, mais en construisant beaucoup plus en bois, bah, on va se heurter à des contraintes surfaciques ou des contraintes voilà, de disponibilité des forêts. Alors, ça ouvre d'ailleurs le fait qu'il y a aussi d'autres possibilités, comme la construction de terre, par exemple, qui, à mon avis, sont aujourd'hui très, très sous-exploitées et pourraient se développer. Et puis peut-être un dernier point avant d'arriver sur cette question de ville stationnaire, peut-être, qui était qui est dans le titre un peu provoque. C'est le fait, donc, comme on disait tout à l'heure, on n'a pas juste un problème de climat, on n'a pas juste un problème d'émissions, on a un problème de ressources, on l'a vu, et puis qui interagissent évidemment très fortement avec la question énergétique et la question du climat, mais on a aussi un sujet foncier. Et donc, voilà, cette question de la zéro artificialisation nette qui s'installe donc dans le paysage avec la loi climat et résilience de 2021. Donc, va se poser évidemment des questions voilà, exactement de comment tout ça va être décrit en termes d'application, de manière de compter, de manière de compenser. C'est une belle idée, hein, en fait, de dire qu'on va faire de la compensation, hein, de la renaturation pour compenser le flux d'artificialisation, de la même manière qu'on a des puits de carbone naturels ou peut-être artificiels dans les visions les plus technophiles pour compenser les émissions résiduelles. Mais la différence, évidemment, c'est que les puits de carbone naturels, si on n'abîme pas trop les océans, ils marchent pendant des millions d'années, et puis après, ça fait des falaises de calcaire, il n'y a pas de problème. Alors que le flux de renaturation, bah, faut aller chercher du stock disponible de choses qui sont déjà artificialisées et qu'on pourrait renaturer. Et ça, bah, le stock il est existant, oui, mais il est aussi limité. Et puis, c'est là où tout le monde va vous parler, parce que, évidemment, si vous voulez aussi diminuer l'artificialisation, il faut aller aux endroits qui sont déjà artificialisés. Et donc, se pose voilà, pas mal de questions à la fois économiques et opérationnelles. Et donc, notre sentiment à nous, c'est qu'on va se retrouver plutôt à faire de la zéro artificialisation brute, finalement, et qu'il y aura assez peu de possibilités de renaturation assez rapidement. Et en tout cas, à horizon 2050, on aura largement épuisé ce stock. Donc, ça veut dire que si on veut arrêter
effectivement ce phénomène, eh bien, il va falloir se débrouiller pour rester dans les limites, disons, des villes voilà, existantes, et donc, quelque part, avoir une logique un peu stationnaire. Alors, je vais y revenir dans un instant pour vous expliquer ce que ça veut dire. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que très probablement, en fait, il faut remettre en cause la quantité qu'on a besoin de construire chaque année. Alors, je prends ici l'exemple des logements. Vous avez, voilà, construire moins, évidemment, ça peut paraître choquant. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il faudrait construire plutôt 500 000 logements par an plutôt que 350 000. Vous avez du mal logement, clairement, des situations de logement en surpopulation. Mais sauf que, voilà, quand on regarde les choses d'un petit peu plus loin, c'est assez horrible. Mais voilà, chaque fois qu'on a un habitant supplémentaire en France, on met 2 logements en chantier. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on loge une famille de 4, on met 8 logements en chantier. C'est quand même un peu incroyable. Alors évidemment, tout ça, ça s'explique. Ça s'explique d'abord par la décohabitation. Même en Allemagne, où la population est en légère baisse, ils continuent à artificialiser et ils continuent à construire pour ce même phénomène de décohabitation. On était 3,1 par foyer dans les années 60, on est 2,2 aujourd'hui. Et donc, ça crée voilà, ça crée un besoin mécanique. Alors, la décohabitation, elle a des explications sociodémographiques. Voilà, ça peut être les séparations, mais ça peut être, c'est aussi le vieillissement, c'est aussi le fait qu'il y a plus d'étudiants. Donc, il peut y avoir des bonnes nouvelles là-dedans. Et ensuite, voilà, faut loger les étudiants qui sont pas forcément tous logés ensemble, etc., etc. Mais il y a un autre phénomène, c'est le phénomène de métropolisation, qui fait qu'on concentre aujourd'hui les populations dans les villes les plus dynamiques. Et donc, quand on a 350 000 logements qui se rajoutent au stock chaque année, eh bien, vous en avez aussi, enfin, dans les 350 000, vous en avez 250 000 qui sont des résidences principales, et puis 50 000 qui sont des résidences secondaires, et 50 000 qui sont des vacants. Voilà, donc évidemment, les promoteurs, en général, ne font pas des opérations pour fabriquer des logements vacants. Vous avez compris, on remplit d'un côté et puis on vide de l'autre. Et c'est un phénomène qui continue, même s'il y a eu une prise de conscience là aussi et qu'il y a des actions qui se mettent en marche pour essayer de lutter contre le vacant tant en logement qu'en commerce, etc. Il y a plusieurs programmes qui existent, des appels à manifestation d'intérêt, etc. Mais voilà, on est toujours aujourd'hui dans ce phénomène-là. Alors, comment on fait pour construire moins? Il faut du coup essayer de revenir vers ça, de lutter contre ce phénomène-là, donc d'intensifier, d'optimiser l'existant. Alors, c'est pas juste d'ailleurs les logements. On a aussi ce qui se passe dans le tertiaire, dans les logements d'activité, dans les bâtiments publics. Est-ce que les écoles sont bien utilisées? Est-ce qu'on peut pas faire des choses le week-end, le soir? Est-ce qu'on peut pas imaginer que des gymnases soient aussi des marchés couverts le week-end? Enfin, j'en sais rien. Il y a mille manières de réfléchir à tout ça et donc de privilégier en fait la réalisation, le réemploi, le dimensionnement aussi au plus juste. Je pense on vient d'un monde d'abondance où finalement voilà, construire des mètres carrés c'était assez tranquille. Aujourd'hui, voilà, il faut se poser cette question-là. La question de la durée aussi. Il n'y a pas que les objets qui sont frappés d'obsolescence, il y a aussi les lieux. Et donc, on a tendance assez facilement, et notamment dans les locaux d'activité ou des locaux commerciaux, pour les différentes évolutions de zones de chalandise, on a cette obsolescence qu'il faut venir gérer. Donc, rentrer dans un âge de la maintenance, quelque part, où la logique, ça n'est pas d'être voilà, des bâtisseurs du futur, mais plutôt des réparateurs, des embellisseurs qui prennent soin et qui transmettent un patrimoine bâti gigantesque et existant. Donc, encore une fois, ça peut paraître un peu choquant, j'ai pas de problème, j'attends les questions éventuellement, mais voilà, juste pour se donner un ordre de grandeur, sur à peu près 36-37 millions de logements aujourd'hui en France, vous en avez donc à peu près 3 millions qui sont vacants, donc c'est l'équivalent de 10 ans quelque part de production de logements aujourd'hui. Alors évidemment, ils sont pas tous mobilisables, il y a de la vacance frictionnelle, sans doute les 2 tiers sont pas exploitables en réalité parce que c'est des moments d'héritage, de travaux, etc., de vente ou autre. Donc, il y a forcément un minimum qui est vacant. Par contre, il y a peut-être de l'ordre d'1 million qui sont mobilisables. Évidemment, ils n'ont pas forcément les formes souhaitées, ils n'ont pas forcément les endroits, ils sont pas forcément l'endroit qu'on souhaite, etc. C'est pas pour rien qu'ils sont vacants quelque part. Mais quand même dans les zones tendues, on est à peu près 300 000 logements qui sont vacants aujourd'hui dans les zones tendues. Même à Paris, il y a des logements vacants, même en région parisienne, même sur les littoraux. Donc, il y a des choses à aller remobiliser, à aller chercher.
Idem sur les résidences secondaires. En fait, il y a beaucoup de petits appartements en fait, de tourisme. Voilà, vous voyez la position ici sur les littoraux ou dans les montagnes. Bon, donc tout n'est pas mobilisable, évidemment. C'est pas juste les longères normandes et bretonnes des producteurs de télé parisiens qui empêchent les gens de se loger. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais là aussi, il y a peut-être un certain nombre de choses à aller chercher par des logiques réglementaires ou autres. En Suisse, par exemple, vous avez des villages qui aujourd'hui ont décrété des taux maximum de résidence secondaire. Et donc, quand vous vendez votre résidence, bah, faut la vendre comme résidence principale. Voilà, c'est des manières de la fiscalité ou la réglementation peuvent remettre un certain nombre de choses sur le marché. Et puis, le truc dont personne ne parle trop, c'est la sous-occupation. Il y a aussi voilà, un phénomène, c'est la décohabitation aussi dont on parlait tout à l'heure. Le fait que voilà, vous avez par exemple une famille qui aura acheté sa résidence principale, bah, elle est valable pour une famille, je ne sais pas, de deux, trois enfants. Bah, une fois que les enfants grandissent, ou une partie vont aller faire leurs études, etc., bah, on se retrouve dans des situations où finalement les surfaces par personne ont augmenté. Alors, il ne s'agit pas de passer les gens de chez eux, évidemment, mais il y a toute une série de possibilités qui existent d'abord d'amélioration des parcours résidentiels. On n'est pas obligé de faire toute sa vie au même endroit. Il y a peut-être un moment où on n'a plus envie forcément de passer la tondeuse sur les 1000 m² de pelouse tous les week-ends. Il peut y avoir de la densification douce où on va séparer des grandes maisons, créer un petit appartement avec une entrée séparée qui permettent d'ailleurs de dégager des fonds pour faire de la rénovation thermique. Plein de choses de ce type-là. Donc des leviers finalement plus socio-techniques que techniques, avec une nouvelle logique de fabrication de la ville qui soit voilà, finalement une approche beaucoup plus en dentelle et beaucoup moins standard que ce qu'on a pu vivre ces 50 dernières années et qui permettrait quelque part de créer du mètre carré virtuel, si je puis dire, enfin virtuel en construction, mais réel en termes d'occupation. Bon, ça c'est un chantier qui s'ouvre potentiellement et qui, à mon avis, fera partie de l'avenir. Et d'ailleurs, tout ce qu'on va mettre sur la rénovation, sur la réhabilitation de l'existant, bah, c'est aussi, ce qu'on ne mettra pas sur la production neuve, c'est aussi une manière d'aller le mettre sur les besoins gigantesques, hein, juste pour se donner un ordre de grandeur, avec ce qui est encore une fois inscrit dans la stratégie nationale bas carbone pour atteindre la neutralité. Il faut qu'on multiplie par 20 à 25 la vitesse à laquelle on rénove aujourd'hui les logements, les bâtiments publics, les équipements. Et donc, voilà, avec quels moyens on va faire ça, quels moyens financiers, mais surtout quels moyens organisationnels, humains. Si on continue à construire autant, on ne saura pas probablement faire la rénovation à la vitesse. Alors, une fois qu'on a dit ça, bah, quand vous êtes une métropole attractive, voilà, je sais pas, si on prend Rennes, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Biarritz, j'en sais rien. Enfin, Biarritz, c'est pas une métropole, mais on est évidemment voilà, on subit quelque part une attractivité territoriale. Donc ce qu'on dit, nous, c'est que voilà, si on veut effectivement réussir à faire cette ville stationnaire, alors on dit stationnaire, c'est au sens de John Stuart Mill, hein, cet économiste du 19e siècle qu'on commence à redécouvrir un petit peu, et qui lui disait on peut atteindre un état stationnaire une fois qu'on a un certain niveau de richesse, un certain niveau de développement, bah, il y a peut-être plus nécessité de continuer à croître, et c'est pas forcément mauvais parce que ça permettrait quand même voilà, de poursuivre l'aventure dans le domaine culturel, dans le domaine des arts, dans le domaine scientifique, mais plus forcément d'avoir une croissance économique. Nous, on a appliqué ça au domaine de la ville en disant, bah, tiens, finalement, une ville, elle pourrait arrêter de grignoter les sols autour d'elle, mais ça ne veut pas dire qu'elle se fige, ça ne veut pas dire qu'il ne s'y passe plus rien. Ça veut dire qu'on la transforme, ça veut dire qu'on l'adapte au changement climatique, ça veut dire qu'on l'améliore, qu'on l'embellit très probablement, y compris en termes de qualité des espaces publics, etc. Mais voilà, c'est une autre manière de faire la ville qu'aujourd'hui. Et alors, pour faire ça, bah, en fait, on dit oui, il y a un moment où effectivement, si on laisse les métropoles continuer à être aussi attractives, ça va être un peu difficile. Donc, il y a une logique en fait d'essayer de rééquilibrer, finalement, d'aller vers peut-être une action publique qui soit dans le sens finalement de reprivilégier des villes moyennes, des petites villes, au détriment quelque part des métropoles qui sont attractives. Alors c'est un petit peu évidemment disruptif, hein, parce que tout le monde a son service euh, de, de marketing territorial. Bah, nous on dit non, au contraire, il va falloir faire du démarketing territorial. Alors c'est un concept, sans doute peut-être vous en avez entendu parler. Vous pouvez aller voir par exemple le site
des calanques marseillaises, vous voyez, avec en soi, vous avez la possibilité de dire, voilà, vous avez cette sublime calanque avec personne dedans et de l'eau turquoise, ou alors, au contraire, vous avez la photo du parking qui est plein et où, en gros, ça écrit, bah, non, surtout ne venez pas. Voilà, donc c'est un peu cette idée de dire que finalement, demain, peut-être, comme des villes commencent à le faire, hein, sous pression un peu de Airbnb, du tourisme. On peut penser à Barcelone, on peut penser à Venise. Cette logique de dire, attention, finalement, la croissance à tout prix, bah, elle génère aussi une logique un peu repoussoire. Et puis avec des choses qui se saturent, des équipements qui se saturent, des transports en commun qui ont du mal à suivre, des infrastructures qui ont du mal à suivre. Et que finalement, bah, demain, peut-être, on sera dans une logique plutôt de rééquilibrage et d'adaptation. Alors, ce qui veut dire évidemment une espèce de challenge supplémentaire. Ah, bah oui, il fallait déjà gérer le changement climatique et autre chose, mais là, on a encore ça. Et en fait, non, je pense qu'on peut articuler ces différents enjeux et finalement euh, venir compter finalement sur une répartition plus harmonieuse des populations. Alors, c'est pas juste des populations, évidemment, hein, c'est les populations, mais aussi les emplois, les services médicaux, l'offre culturelle, associative, commerciale. Voilà, c'est tout ça qu'il faut faire revivre. Bah, ça peut aller aussi s'articuler assez bien avec les autres enjeux de la transition. Un enjeu peut-être de démobilité, c'est-à-dire de faire de la sobriété de kilomètres. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de parcourir autant de kilomètres au quotidien? Il ne s'agit pas d'arrêter de se déplacer, mais aujourd'hui, une bonne partie des déplacements sont contraints entre un domicile qui s'éloigne du travail, des spécialistes médicaux qui s'éloignent, etc., des maternités qui s'éloignent, que sais-je. La question de la mutation agricole, où il faudrait injecter des centaines de milliers d'emplois dans une agriculture plus respectueuse du vivant. Donc ça, c'est aussi finalement une manière d'aller répartir un petit peu les emplois sur le territoire. La reterritorialisation de la production, les usines de Doliprane, si je puis dire, est-ce qu'il faut qu'elles tombent dans les franges de la métropole ou est-ce qu'il faut qu'au contraire, on aille chercher plutôt des friches dans France qui s'est désindustrialisée, où il y a des possibilités d'accueillir à nouveau sans forcément artificialiser et faire des gigafactories partout, même si sur les batteries, je sais bien qu'on est parti sur des gigafactories, comme on en parlait tout à l'heure. La question de la rénovation thermique, hein, les x25 dont je parlais tout à l'heure, ce sont des emplois qui sont locaux, là où sont les logements existants. Et puis peut-être la question aussi d'adaptation au changement climatique et de la résilience, en se disant qu'il y a une échelle territoriale de la petite ville, de la ville moyenne, mieux articulée avec la campagne, qui demain pourrait être finalement une échelle de la transition énergétique. Voilà. Merci de nous avoir proposé quelques alternatives à des idées qui quelquefois deviennent un peu des clichés sur la ville dense ou le tout high-tech ou tout numérique.